dis on fait de la cueillette, quand on fait de la cueillette, on fait aussi de l'entretien de paysage finalement. Mais on va même au-delà, parce que du coup, on va faire attention aux abeilles, aux oiseaux, quoi. Il y a un échange. Si tu as un hiver très très froid, tu vas moins ramasser de baies, parce que tu sais que les chevreuils en ont besoin pour manger, en fait. Tu vois, les autres animaux les prennent aussi. Donc quelquefois, tu récupères un spot, tu dis « Ah, je vais aller cueillir. » Ah, l'écureuil est passé avant moi. Non, mais il y a cette notion un peu de partage, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ça. En termes de tempérament, pour être un bon cueilleur, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment important pour se lancer? Pour être un bon cueilleur, Oui. il faut beaucoup d'humilité. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux prendre ce que la nature, elle va t'offrir. Et si tu prends ce qu'elle va t'offrir, comment te dire ça, en pleine conscience ou sainement, ou tu vois, avec bienveillance, donc attention, elle va te rendre après ce que tu vas lui laisser, tu vois, je sais pas comment. C'est un cycle en fait. Quand tu fais de la cueillette, tu es vraiment dans le cycle de la vie. C'est pas toi, waouh, je suis cueilleur. Non mais, non, tu es vraiment tout petit. C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup d'humilité. Parce que la nature, c'est elle qui va décider ce qu'elle va te laisser cueillir ou pas cueillir. C'est pas toi qui es maître. La main de l'homme, elle va intervenir comme elle intervient dans tout. C'est-à-dire, bien sûr, hein, on peut tout couper, on n'aura plus rien. Non mais, tu vois. Mais si tu veux pérenniser ta cueillette, t'installer en cueillette, ben, il faut que tu fasses attention à toute cette communication avec la nature. Tu vois, là, il y a l'aubépine qu'on va aller voir, qui est en feuilles. Ça commence, hein, c'est des jeunes feuilles. Et ben, tu vois, l'aubépine, si tu le maltraites, il va mourir. L'aubépine, c'est une plante importante en médicinale. Oui, bien sûr. C'est la plante du cœur. C'est vraiment une des plantes primaires, tu vois, qui est très ancienne. Et en plus, c'est une plante qui a croissance lente. Donc, si tu le ratiboises, il va mettre très très longtemps à grandir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment prendre soin. Il faut en prendre soin. Exactement. Et il ne faut pas le tailler n'importe comment. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Faut pas, tu vois? Oui. Faut faire gaffe, quoi. Tu me parlais également tout à l'heure de l'aspect méditatif aussi quand tu viens découvrir par exemple cette aubépine qui est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'aspect méditatif aussi? Et bien par exemple, alors souvent quand on fait les sommités fleuries, on les ramasse à la technique de la cueillette, la tirette, ce qu'on appelle ça, on va tirer comme ça. Ouais. C'est toujours l'appel aubépine parce que là, elle a des belles épines. Oui. Tu les vois? En fait, c'est des aiguillons. D'accord. Ce qu'on appelle. C'est-à-dire que si tu passes ta main là-dessus, c'est pas l'aiguille qui va casser. Hein. C'est ton doigt qui va être percé. Donc en fait, on le fait avec des gants. Et quand elle est en fleurs, on va tirer comme ça. On va récupérer les sommités fleuries. C'est un moment qui va durer 2-3 jours. Après, les fleurs s'ouvrent, on n'a plus les sommités fleuries. C'est autre chose, c'est les fleurs d'aubépine. Et en médicinal, le top du top en herboristerie, c'est la sommité fleurie. C'est un peu comme le tilleul, tu vois, ça dure quelques jours. Donc on va ramasser ça. Et quand tu fais ça, ou là comme là, tu vois, quand on ramassait les jeunes pousses pour la gémothérapie, là, tu dois penser chaque mouvement. C'est-à-dire que tu prends 1, 2, avec délicatesse, tu fais attention d'en laisser. Donc tu es obligé de te concentrer sur ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu es concentré sur ce que tu fais. Et quand tu vois la taille de l'arbre, c'est un geste que tu vas faire pendant 1 heure, 2 heures. Et c'est ce petit geste. Et après, tu vas mettre dans ton petit sachet, si tu as un petit peu d'espace, tu vois. Si tu n'as pas de grosses feuillettes. Parce que c'est sûr que l'aubépine, on la ramasse pas comme la lavande, surtout pour les jeunes pousses comme ça, tu vois. C'est tout petit là, tu vois. C'est vraiment petit, donc on ne va pas remplir les grosses corneilles. C'est sûr quand on va sur un site en été de lavande où on fauche, là on met des draps, quoi. C'est pas du tout la même chose, ça prend pas le même volume. Et ce côté méditatif, il est là, c'est-à-dire que tu vas effectuer le même geste avec beaucoup d'attention, parce qu'il ne faut pas que tu ramasses celle-ci, par exemple, celle-ci elle est trop ouverte. Tu vois? Toi, tu vois presque la feuille se dessine. Donc du coup, il faut que tu regardes que tu vas ramasser celle d'à côté, parce qu'elle est moins ouverte. Donc il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Et il est là ce côté méditatif, c'est-à-dire que tu es concentré, et du coup il peut se passer ce que tu veux autour, tu ne le vois pas en fait, parce que toi tu es sur le geste répétitif. Et ça en cueillette, on l'a à chaque fois qu'on cueille tel ou tel type de plante. Par exemple, sur un végétal comme celui-là, combien en proportion tu vas cueillir de ce qu'on appelle des bourgeons, c'est ça?
Les jeunes pousses. Des jeunes pousses. Bourgeons jeunes pousses, tu vois, c'est vraiment l'intermédiaire, tu vois, c'est tout petit. Parce que tu as dit qu'on est obligé d'en laisser, et du coup, cette obligation, elle est due, j'imagine, à une sorte de respect également de la plante, de ne pas totalement la dénuder entre guillemets. C'est quoi la proportion justement? Alors en fait, ça va varier. D'abord, on va jamais toucher un arbre qui est malade. D'accord. Tu vois, si on voit qu'il a été affaibli, on le touche pas. Si on est sur une parcelle qui est à nous, on va décider de le tailler pour essayer de le soigner. Tu vois. Bah, du coup, on n'est plus preneur, on est donneur. Tu vois, ça c'est rigolo. Et après, tu vois, celui-là, il est super beau. Ouais. Il est développé partout, tu vois, il est bien. Donc là, on va prendre du coup, ces jeunes pousses qui nous intéressent, tu vois, celle-ci, elle est bien. Oui. Tu vois, elle est top. Là, alors on va jamais prendre ceux qui sont à l'extrémité, déjà. D'accord. Parce que si tu prends là, tu coupes la croissance de l'arbre. D'accord. Oui, là, c'est la prolongation. Oui. Pourtant, celle-ci, elle est top, hein. Ce serait tentant, mais non, parce que du coup, c'est l'arbre que tu atteins. Tu le gênes dans sa croissance. Oui. C'est pas le but, tu vois. Surtout sur l'aubépine, qui est en croissance lente, donc tu le laisses grandir tout ça. Tu vois. Non mais. Et après, donc un arbre en forme comme ça, moi, je prends en général sur l'aubépine, je prends 1/5. 1/5, ok. Voilà. Mais après, ça va aussi dépendre si après tu veux aussi les sommités fleuries sur cet arbre ou pas. Comment tu vas gérer ça? Parce que l'aubépine, on va prendre les bourgeons pour la gémothérapie, les sommités fleuries pour la tisane, les baies pour la tisane et le vinaigre. Donc, il faut faire des choix. Non, mais voilà. Donc, du coup, tu peux te dire, bah, cette année, celui-là, je fais les bourgeons. Mais ça veut dire que l'année prochaine, tu ne fais pas les bourgeons. D'accord. Tu vas le laisser tranquille. En fonction de ce que tu cueilles, voilà. Tu vas faire des choix pour la suite de la transformation. C'est ça. Tu vas faire... Donc, tu anticipes d'abord qu'il faut d'abord penser, et ça va avec le bon cueilleur aussi, il faut d'abord penser qu'est-ce que tu veux cueillir, parce que qu'est-ce que tu vas en faire. D'abord pour éviter le gaspillage, logique. Tu vois, tu vas pas cueillir des plantes que tu vas acheter au final. Et après, tu vas te dire, bah là, celui-là, cette année, c'est le bourgeon. Jeune pousse. Tu vois, bourgeon avancé, on va dire, tu vois, pour l'aubépine. Donc, si je fais le bourgeon là, je le touche pas après. Quand ceux que j'ai laissés vont devenir fleurs, quoi, sommité fleurie fleur, et ben, je le laisse. Tu laisses. Du coup, il va faire son cycle complet. Et l'année prochaine, s'il est toujours aussi beau, aussi vigoureux, je dirais, bah, je vais le laisser arriver jusqu'aux sommités. Et je vais faire les sommités, mais pas le reste. En fait, on alterne. Et après, s'il était un peu petit, tu vois, pas très gros, on attendrait peut-être des fois 1 année ou 2 avant de revenir faire de la cueillette dessus. D'accord. Des fois, on les regarde, on leur dit coucou, je suis passée les dernières, je passe pas. Non, mais voilà, tu vois. Et tu as une autre, là, on en a à côté, tu vois, des petites tiges, parce que les chevaux les adorent, ils les mangent. D'ailleurs, tu le vois. C'est le frêne qui est là. Ah, il est là. Ça, tu vois, le frêne, là, bon, il est encore pas du tout en feuille. Oui. En plus, il a été bien grignoté par les animaux. Alors, c'est quoi comme animaux, ça, qui ont grignoté? Il y a déjà les chevaux qui le mangent, parce qu'on les met là, sur la parcelle. Oui. Ils adorent ça. Et après, tu as les chevreuils, tu as tous les animaux sauvages. Je pense que même comment on appelle ça, les sangliers doivent venir s'y frotter. Parce que l'intérêt du frêne, c'est que c'est un anti-inflammatoire remarquable. Tu vois, quand je dis arrêtez de faire les trous dans les arbres avec la sève de bouleau, bah, prenez du frêne, un peu de reine des prés, un peu d'ortie, vous aurez le même effet. Et ça fait quand même moins de mal. Et donc, du coup, tu vois, celui-là, il s'est fait un peu quand même, un peu esquinté, tu vois, là. Oui. Donc lui, on attend que ces bourgeons arrivent. Là, comme il faut, parce qu'ils ne sont pas épanouissements. Ils sont encore petits, les bourgeons noirs. Ils vont devenir gros comme ça après. Donc là, ils sont encore jeunes. C'est normal, le frêne, il arrive plus tard. Toi, sa croissance est plus tardive. Mais par contre, tu vois, là, il est quand même bien esquinté. Oui. Et le rapport, la différence entre lui et lui, c'est que lui a une croissance lente tout à l'heure, je te dis. Oui. Que lui a une croissance hyper rapide. D'accord. Donc lui, on va prendre quelques bourgeons. Ensuite, on va le laisser aller en feuilles, les jeunes feuilles. Et par contre, on va le couper ici. Ok. Carrément. On va récupérer les feuilles. Soit on va récupérer les feuilles, soit on va garder ces branches comme ça, feuillues. On va le garder en fourrage pour l'hiver pour les chevaux parce que c'est un anti-inflammatoire. Donc si tu as une vieille jument ou qui a un peu d'arthrose ou qui est fourbue, tu donnes du frêne. Okay. Donc on va alterner, tu vois, un peu pour nous, un peu pour eux. Et on va le tailler comme ça parce que
Pour deux raisons, pour deux choses toutes simples. Oui. C'est que c'est les arbres trognes, ce qu'on appelle. Je sais pas si tu connais. Ah bah, les internautes peut-être pas d'ailleurs. Les arbres trognes, c'est les arbres qu'on empêche de grandir quand on fait développer le tronc, épaissir le tronc à hauteur d'homme. Oui. Et souvent, c'est les arbres qu'on exploitait soit pour l'osier, par exemple, pour la vannerie, soit comme là, parce que c'est des arbres à fourrage. Autrefois, on utilisait plus pour le fourrage des bêtes pour l'hiver, surtout en montagne. D'accord. Parce que du coup, on n'avait pas beaucoup d'espace pour le foin, donc ça manquait en hiver pour les bêtes. Donc, on coupait les frênes. Alors, on les coupe bas, parce que quand tu es bas, tu vois, ça, par exemple, tu n'as pas besoin d'une tronçonneuse pour le couper. Tu coupes, tu as toutes tes tiges, tu vois. Et le frêne a un avantage, c'est qu'il pousse droit quand tu le coupes. Donc, ça te fait des bâtons que tu peux mieux organiser, tu vois, à la place de certains arbres, le hêtre qui va pousser dans tous les sens. Et donc, en fait, l'arbre trogne, c'est là, à son embranchement, on va le couper. Tu vois, on va le couper, du coup, il va repartir. On fait couper par une fourmi, j'adore. Du coup, après, l'année prochaine, il va repartir, il va nous faire 2-3 branches, comme ça, on le verra un peu plus loin, il y en a qui sont. Tu vois. Et donc, on va les laisser grandir. Et quand on va arriver à la saison prochaine, qu'on va vouloir récolter nos bourgeons ou nos feuilles, ça dépend, pareil, on va alterner d'une année sur l'autre, on va le tailler. Oui, d'accord. Tu vois, donc ça va être plus facile dans le travail humain. Et en même temps, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va récupérer nos feuilles, on va pouvoir les donner directement ou les faire sécher ou les prendre à faire pour les tisanes, tu vois. Donc, et mettre au séchoir. Dans cette démarche de cueillette, il y a également tout ce qui est, j'allais dire autour, mais essentiel à la cueillette, c'est-à-dire la taille, la transformation derrière. Et ça, et ça on n'en a peut-être pas forcément conscience avant de rentrer dans cet univers-là. D'ailleurs, qu'est-ce que toi, ça t'a appris au fil des années, cet art de la cueillette pour toi-même et vis-à-vis de la nature? C'est en fait, c'est la chance en fait. Moi, tous les matins, je me dis souvent, j'ai de la chance d'être là, quoi. Je trouve que je suis vraiment planquée. Parce que finalement, le rapport à la nature, il est quand même privilégié, quoi. Tu vois, je veux dire. Moi, j'ai la chance que tous les jours, mon boulot métro dodo, c'est le chemin forestier, les petits oiseaux qui chantent. Non, mais et à toutes les saisons, tu vois. Et c'est ça que ça m'a appris le respect, en fait, de vraiment. J'ai toujours aimé la nature, moi. J'étais une passionnée de montagne quand j'étais jeune. Ça a toujours été. La nature, elle a toujours fait partie de moi. Mais vraiment, ça m'a redonné la pleine conscience de la vie de la nature. Tu sais, tu oublies les vacanciers, les touristes. Quand tu as 15 ans ou 20 ans, tu es dans ton truc, tu fais de l'escalade. Tu respectes ton environnement parce qu'on t'a éduqué, que tu aimes le lieu. Mais tu t'aperçois pas que finalement, tout ce qui t'entoure est vivant. Cette notion du vivant, tu vois. Et quand tu fais de la cueillette, en fait, tu t'aperçois que le monde qui t'entoure est vivant, concrètement, en fait. C'est complètement concret. Parce que si tu le manipules mal, il se détériore. Parce que tu entends des sons, comme je te racontais tout à l'heure. Des fois, tu sens qu'un animal t'observe et d'un seul coup, tu as la surprise de la découverte. Et finalement, qui est à sa place là? Tu vois, sur cet échange comme ça entre le chevreuil que tu croises, ou même le loup, ou le sanglier, tu te dis finalement... finalement, tu te dis, on est tous dans notre élément, là, pour le coup, mais on y est parce que, justement, on en fait partie intégrale. On est dans le vivant, tu vois. On se sent donc pleinement vivant, et ça va peut-être même au-delà, c'est aussi la transmission que tu essayes depuis plusieurs années à travers une école de cueillette, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et la perception des jeunes, justement, vis-à-vis de ce métier qui évolue sans cesse, et qui a un certain retour aux sources aussi, comment tu le perçois, justement, ce nouveau public? Est-ce que tu trouves qu'il a évolué au fil du temps ou... Alors déjà, je trouve qu'on a une belle jeunesse et qu'on l'oublie. Moi, j'ai plus de 50 ans. Je ne me trouve pas encore trop vieille, mais c'est un autre âge, on va dire. Et souvent, on oublie aussi que... Et je dis, il y a toujours deux priorités. C'est les jeunes, les enfants, les jeunes et les anciens. C'est les plus précieux dans le cheminement humain. Parce que les jeunes, c'est notre avenir. Les anciens, il faut les respecter parce que c'est eux qui ont veillé sur nous avant. Tu vois, cette chaîne, on est toujours dans la chaîne de toute façon. Et ces jeunes, déjà, je trouve qu'on a une très belle jeunesse, quoi qu'on en dise. Des fois, ils sont un peu désabusés par les événements, mais il y a quand même beaucoup de créativité, d'idées, quoi. Je veux dire, ça foisonne, quoi. Tu vois, ça pétille là-dedans, je trouve ça génial. Souvent, quand ils arrivent, ils ont envie d'un retour à la nature. En fait, je pense qu'ils veulent comprendre le monde dans lequel ils grandissent. Parce que ces générations-là, qui ont 20 ans maintenant, on les a quand même très, très déconnectés de la nature. Hein, c'est plutôt la génération smartphone, Nintendo, tu vois, je veux dire... Et tu as une partie des jeunes qui veulent un peu comprendre comment le monde les entoure. Alors ils se font une idée de la cueillette très bucolique, tu vois,
voilà. Et par exemple, la première réflexion que j'ai souvent, c'est quand je leur fais faire une tisane. Et ils me disent, ah ouais, la prochaine fois que je bois une tisane, plus jamais je le râlerai sur le coup d'une tisane et le goût d'une tisane. Je ferai attention. Parce qu'en fait, la culture tisane, on l'a pas. Et avoir une tisane dans sa tasse, ben, c'est la cueillette en amont. On n'est pas en production, hein, on n'a pas des hectares et des hectares. Donc, c'est aller chercher la plante pour pouvoir la faire sécher. Donc, ça prend déjà un certain temps. Après, c'est préparer la plante. Après, c'est peut-être la mélanger avec d'autres. Après, c'est la mettre en sachet. Tout ça, c'est un temps comme ça. On est toujours dans un temps répétitif, hein, des étapes qu'on va répéter. Et là, du coup, tu te dis, mais waouh, faire une tisane, ça prend au moins 3 heures, quoi. 3-4 heures. Oui. Et là, ça les surprend, en fait. Il y a une surprise de ça. Et ils découvrent un autre temps, qui n'est pas le boulot métro dodo qu'on leur présente d'habitude. Tu peux pas avoir sur Internet ta tisane, quoi. Si, tu peux l'avoir, tu la commandes, mais tu vois, c'est dans un autre temps, tu cliques pas sur un bouton, quoi. Est-ce que ces jeunes qui viennent dans cette école de cueillette, est-ce qu'ils s'habituent vite à ce nouveau rapport à la temporalité, ou est-ce que quand même ils sont un peu bousculés, quoi? Alors c'est un peu les deux. C'est-à-dire, sur l'école des cueilleurs, on a vraiment que des gens qui veulent y aller, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre. Donc eux, ils restent et ils rentrent dans le truc, tu vois. Et je dirais que certains prennent conscience de certaines choses, tu vois, de cette intemporalité, de ce rapport au monde. Après, sur les woofers, par exemple, qu'on accueille, qui sont en dehors de la formation cueillette, tu vois, les woofers, on a un peu de tout, quoi. On a des consommateurs de plantes. Ça, c'est très drôle. Ils veulent apprendre la plante comme ils vont à Carrefour. Alors, ils sont avec leurs bouquins, ils cherchent, ils font des photos, des machins. Mais à aucun moment donné, ils s'arrêtent. D'accord. Tu vois? Et la cueillette, c'est aussi s'arrêter. Quand on part en cueillette, des fois, on se pose, on va se mettre une clope, on va discuter, on va se faire une petite sieste d'un quart d'heure au soleil, on écoute les oiseaux, puis après, on s'y remet. On n'est pas dans le même temps. Et voilà, alors moi, ce que j'appelle des consommateurs de cueillette, c'est-à-dire, ils sont avec leurs bouquins, ils veulent telle plante, ils la ramassent, ah bah c'est bien, je l'ai ramassée, et après, ah bah oui, bah t'en as trop ramassé finalement, donc on n'en ramasse pas tant, et quand tu veux les mesurer un peu dans leur cueillette, tu te dis, mais non, on en aura d'avance, mais non, si t'en as pas l'utilité, ça sert à rien d'en avoir d'avance. Tu vois, nous sur l'atelier, on consomme que ce que l'on vend, et moi je dis souvent à mes clients que j'ai depuis des années, je leur dis, bah, par exemple, mon ail des ours, là, tu vois, qui arrive, je sais déjà que je dois faire à peu près 300 pots. Je les ai en commande de l'année dernière. Et oui. Et parce que je leur ai dit l'année dernière, la saison prochaine, combien vous passez de pots? Donc ils ont dit, ah bah là, j'en ai passé là, donc tu m'en mets 10% de plus, quoi. On réfléchit. Donc ça veut dire que ben, je vais cueillir pour faire mes 300 pots, plus un peu plus, parce qu'on a une demande extérieure, mais pas au-delà. Bien sûr. Donc on ne va pas dans ce gaspillage. Et c'est vrai que dans les jeunes, des fois dans les woofers, on a un peu ce côté-là. Ils ont un peu du mal à gérer, parce qu'ils sont habitués à la consommation immédiate. À la frénésie. À la frénésie. Ouais. Le besoin, toi, on vit dans un système, tu as besoin de quelque chose, tu vas le prendre. C'est ça quand même. Donc il y a un rapport à la patience aussi. Voilà, bah oui, c'est vraiment ça. Alors que là, la cueillette, bah, tu as besoin de quelque chose, soit tu l'as anticipé l'année d'avant, soit tu es obligé d'attendre la plante parce que tu sais que tu vas en avoir besoin. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Tu as cette patience, tu as cette temporalité qui est complètement différente. Et puis après aussi, il y a aussi une chose qui ressort souvent, et à la fois sur l'école des cueilleurs, et à la fois avec les woofers ou les stagiaires de lycée agricole, c'est la dangerosité de la nature. Oui. Et ouais, on est dans... Tu sais, la montagne, elle est très touriste, très commerciale. Elle est vendue, le ski, la randonnée, je veux dire, tous les sports de montagne. Et en fait, c'est tellement, comment dire, diffusé un peu de partout, galvaudé pour le coup. Les gens oublient que la montagne, elle est dangereuse. Un orage sec, par exemple, très peu savent ce que c'est. Alors que quand tu es en orage sec, tu vas pas faire de cueillette. C'est ça. Tu vois, même s'il fait chaud. Mais des choses comme ça que on regarde où on met les pieds, parce que on peut poser son pied sur un serpent, on peut se tordre la cheville, donc on met des chaussures de montagne. Je ne pas mes chaussures. Non mais tu vois, on va mettre des chaussures de montagne, on va faire attention à ça. Quand là, ça va, on est sur une parcelle, mais quand on est en pleine montagne, sur le thym par exemple, ou sur la lavande, où là on est à 2000, hein, entre 1500 et 2000, donc on est carrément dans la caillasse, quoi. Oui. Et tu fais attention parce que tu marches dans le sens de la pente, sinon tu as les éboulis. Tu as plein de choses comme ça que les gens ont perdu ce rapport à la nature.
Oui. La nature, elle donne beaucoup de choses, mais elle fait pas de cadeaux quand... tu vois. Donc tu essayes de remettre un peu de conscience pour que les gens ne soient plus inconscients. C'est ça. De la dangerosité. Ouais. En fait, à la fois pour qu'ils protègent notre environnement, qu'ils le découvrent, ça c'est chouette, et je suis ravie qu'ils le découvrent, et à la fois qu'ils le protègent et à la fois qu'ils apprennent à s'en protéger. C'est vraiment vivre avec, en fait. Parce que c'est... Voilà, moi des fois je vois des jeunes, ah il pleut, c'est chouette, machin, ça tonne de partout, t'as de la foudre, machin, ils ont juste oublié la chose bête et simple, on se met pas sous un arbre, non mais tu vois, t'as la pub à la télé de la belle jeune femme sous l'eau, qui est nue dans l'air, non mais, sauf que c'est de l'eau artificielle, donc, et tu peux pas le faire, et des fois tu vois ces genres de choses, de comportements, parce que les gens ont perdu le rapport à la nature, donc, avec tout ce qu'elle a aussi de potentiellement dangereux. Depuis les confinements successifs qu'on a vécus, est-ce que tu sens qu'il y a quand même un déclic ou c'est très éphémère tout ça? C'est très éphémère. Je suis triste d'ailleurs de ça, parce que je m'étais dit naïvement que les gens allaient se poser les bonnes questions et réagir. Tu vois? Et donc se tourner vers la nature. Alors on a eu la première année post-confinement, là après le mois de 11 mai, je crois qu'on avait déconfiné. Le 11 mai 2020, oui. Oui, voilà, tu vois, on avait déconfiné. Alors là, on s'est fait assaillir. C'est-à-dire? Ah bah, les gens montaient d'office à la... Bon, tu vois, les gens de Grenoble, tout ça, montaient tout de suite, ils ont tous fait leurs vacances. Ils avaient peur d'aller à la plage du fait de la proximité. Donc on a eu plein de gens à la montagne, on s'est vraiment fait assaillir. Là, cette année-là, c'était un truc de dingue. Et j'ai eu l'innocence de croire que ça allait durer. Je me souviens d'ailleurs d'avoir eu cet échange avec une amie qui me disait « Non, non, Fab, tu rêves, quoi. » Je sais pas, quand même et tout. Et en fait, effectivement, je rêvais bien parce que cette année, on a plus eu le retour de consommateurs de base. Alors, ça a apporté un peu plus de public. Là, il y a quand même un petit pourcentage qui est resté, mais tellement petit par rapport à l'ensemble. C'est tristounet, mais tant mieux, on a au moins déjà ça. Au moins déjà ça. Voilà. Mais du coup, voilà, ça n'a pas tellement changé les mentalités. Là, tu le vois bien avec les derniers événements, les gens continuent à se ruer, à aller jeter leur kilo de farine, leur kilo de sucre, tu vois. Les gens ne sont pas dans l'autonomie. Et c'est vrai que la cueillette, ça t'apprend aussi une chose, c'est l'autonomie alimentaire. Ça te permet de te réapproprier ton alimentation quand même, la cueillette. Parce que tu reprends conscience que ben tu peux manger des salades, quoi, comme je t'ai fait goûter là, tu vois, le prix vert, la pimprenelle. Non mais donc finalement pour te nourrir, ça te réapprend à t'alimenter correctement. Parce que tu t'aperçois aussi que tu n'es pas obligé de manger, de faire un repas de 3 kilos, quoi. Tu vois, tu peux te faire salade, fleurs, machin, mais alors ça va être léger dans la quantité, mais très concentré dans le nutriment. On est sur un autre rapport. Et ça, pour le coup, eh ben, ils ont un peu découvert ça, mais très peu, ils sont restés, ils sont tous retournés chez Leclerc, ou je ne sais, chez les grandes surfaces, tu vois. Et ils n'ont pas exploré ça. Il y a une dimension d'exploration, comme tu le dis depuis le début. On parlait tout à l'heure, en antenne, que aujourd'hui, on peut s'émerveiller de quelque chose à côté de chez soi. C'est un peu ce que j'aime mettre en avant sur le site, ce qu'on appelle la micro-aventure. C'est vivre des expériences folles, intenses, en un minimum de distance et de temps. Est-ce que la cueillette, ça rentre dans cette Ah bah là, définition? La cueillette, souvent je dis aux gens, on sort de la maison, on peut déjà commencer. Alors on va pas le faire pour des raisons de pollution parce qu'on passe dessus, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes autour de toi, on cueille de partout, quoi. Et puis, donc du coup, voilà, ça te remet vraiment dans ça, et elles ont leur tempérament, parce que tu regardes, l'aubépine, elle a justement ses aiguillons, donc elle est, comment dire... un peu sur la défensive. Oui, elle est sur la défensive, puis en même temps, elle est très ancrée, parce qu'elle est à la fois très fragile, et à la fois très robuste, parce qu'une aubépine, ça peut être très très vieux. On a des aubépines qui ont 150 ans, 200 ans, tu vois. Elle fait partie des arbres primaires, donc les premiers. Donc je veux dire, elle est là, quoi. Tu vois. Et donc c'est la plante du cœur. C'est surprenant ça quand même. Tant en médecine chinoise qu'en herboristerie, c'est la plante du cœur. La plante du cœur, l'aubépine. Voilà. Ok. Donc le cœur, c'est le symbole de la vie au Moyen-Âge. Tu retrouves toutes ces forces et cette symbolique dans l'histoire humaine et dans la physionomie de la plante. Oui. Tu vois. Effectivement.
Et puis tu as d'autres plantes, tu vois, par exemple tu as le noisetier qu'on voyait tout à l'heure, lui c'est le circulatoire, c'est l'énergie des veines, et quand tu le regardes, eh ben, il se renouvelle vite, il se régénère, et là, il y a des mouvements comme ça qui sont en parallèle. Et nous, bah, petit être humain, on n'a pas grand chose à voir avec ça en fait. Voilà. On apprend justement à faire avec. Et on ne le... C'est une utopie de dire qu'on le contrôle, on ne le contrôle pas du tout. Tu vois. Et la cueillette, ça t'apprend justement à faire, à vivre avec ce monde-là qui vit à côté de toi. Et moi, j'ai pour habitude de dire, nous, on n'est que de passage en fait, il ne faut jamais l'oublier. Et notre temps de passage est vachement plus court que l'aubépine. C'est-à-dire que quand mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants viendront vers l'aubépine, lui, il sera là, mais plus moi. D'où l'intérêt de... D'où l'humilité, en fait. Ouais. On n'est pas grand-chose. Pareil pour les noyers, quoi. Tu sais, pour ces arbres qui... Les chênes... Centenaires. Moi, je suis vraiment toujours en extase quand je vois un chêne énorme, quoi. Waouh, c'est magnifique. Et toutes les plantes sont comme ça. Et la magie de certaines plantes, c'est qu'elles partent, elles ont un cycle de vie, elles repartent à la terre, elles reviennent, elles repartent, elles reviennent, elles repartent. Finalement, nous, on n'est pas capable de ça. Hein. Beaucoup d'humilité. Merci beaucoup en tout cas. Mais voilà, c'est ça. Merci. Je te remercie.